L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 18. Le départ. Quelle joie de partir, d'aller loin. Puis Nantes, c'est la mer. Je verrai les grands vaisseaux, les officiers de marine, la vigie, les hommes de quart. Je pourrai contempler des tempêtes. J'entrevois déjà le phare, le clignotement de son œil sanglant, et j'entends le canon d'alarme lancer son soupir de bronze dans les désespoirs des naufrages. J'ai lu la France maritime, ses récits d'abordage, ses histoires de radeaux, ses prises de baleines, et n'ayant pu être marin par la catastrophe de Vidaljean, je me suis rejeté dans les livres où tourbillonnent les oiseaux de l'océan. J'ai fait déjà des narrations de sinistres, comme si j'en avais été un des héros, et je crois même que les phrases que je viens d'écrire sont des réminiscences de bouquins que j'ai lus, ou des compositions que j'ai esquissées dans le silence du cachot. Désespoir des naufrages, soupir de bronze, tourbillonnage des oiseaux. Il me semble bien que c'est de Fulgence Girard, mon tempêtard favori. Je me répète ces grands mots comme un perroquet enchaîné au grand mât, mais au fond de moi-même, il y a l'espérance du galérien qui pense s'évader cette fois. À Nantes, je pourrai m'échapper quand je voudrai. En face de la grande tasse, on se laisse glisser et l'on est dans l'océan. Je n'appartiens plus à mon père, je me cache dans la sainte barbe, je me fourre dans la gueule d'un canon. Et quand on s'aperçoit de ma disparition, je suis en pleine mer. Le capitaine a juré, sacré mille sabords du diable, en me voyant sortir de ma cachette, et m'offrir comme novice. Mais il ne peut pas me jeter par-dessus bord, je suis de l'équipage. Le voyage actuel, en attendant l'évasion par eau salée, est déjà plein de poésie. Nous avons d'abord la diligence, l'impériale, puis nous entrons dans une gare. Les machines renâclent comme des ânes, ou beuglent comme des bœufs, et jettent du feu par les naseaux. Il y a des coups de sifflet qui fendent l'âme. Orléans. Nous arrivons à Orléans la nuit. Les malles sont laissés à la gare. Mais il y a des choses qu'il faut garder avec soi, dit ma mère, et elle a gardé beaucoup de choses. On les entasse sur moi. J'ai l'air d'une boutique de marchand de paniers, et je marche avec difficulté. Il s'écroule toujours quelques boîtes qu'on ramasse aux clartés de la lune. On ne se décide à rien. On est porté par l'heure et le calme immense, à une espèce de recueillement très fatigant pour moi qui ai tout sur le dos. Il y a bien eu des facteurs et des garçons d'hôtel qui, à la gare, ont voulu nous emmener au Lion d'Or, au Cheval Blanc, au Coq Hardy. À 2 pas, monsieur, voici l'omnibus de l'hôtel. Aller à l'hôtel, au Cheval Blanc, au Lion d'Or, mon cœur en battait d'émoi. Mais mes parents ne sont pas des fous qui vont se livrer comme cela au premier venu et suivre un étranger dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Ma mère s'est jugée son monde. Elle a voulu trouver une figure qui lui convint, et elle rôde, tirant mon père comme un aveugle, hasardant des regards et lançant des questions qui se perdent dans l'obscurité et le brouhaha. Elle a si bien fait qu'à un moment on s'est trouvé seul comme un paquet d'orphelins. On éteint les lumières. Il n'est plus resté qu'un réverbère à huile devant la grande porte, comme une veilleuse. Et voilà comment nous errons, muets et sans espoir, sur une place à laquelle nous sommes arrivés en nous traînant. Ma mère disant à mon père « C'est ta faute », mon père répondant « C'est trop fort. Est-ce que ce n'est pas toi ?» Ah, par exemple. Nous avons hélé des isolés qui passaient par là. Nous avons même cru voir une chaise à porteur, mais nos cris se sont perdus dans l'espace. La lune est dans son plein. Toutes mes nuits qui datent l'ont eu jusqu'ici pour témoin. Elle inonde la place de ses rayons, et nous tâchons l'espace de notre ombre. C'est même curieux. Je parais énorme, avec mon échafaudage biblique, et quand mon père ou ma mère court après un colis qui est tombé, les ombres s'allongent et se cognent sur le pavé. Mon père a un nez.
Je ne puis pas rire. Si je riais, je laisserais encore échapper quelque chose. Puis je n'ai pas grand envie de rire. Quelqu'un là-bas. Je me retourne comme une paysanne qui porte un seau, comme un jongleur qui attend une boule. J'ai la tête qui m'entre dans la poitrine, les bras qui me tombent des épaules. J'ai l'air d'un télescope qu'on ferme. Quelqu'un. C'est une femme, je te dis que c'est une femme. Sur quoi est-elle montée? Sur quoi? Oui, sur quoi? Ma mère est aigre, très aigre. Et la bonne femme? Rien ne bouge, que mes colis qui ont failli s'écrouler. Mes amis, nous nous sommes tous trompés. La voix de mon père a un accent religieux, des notes graves. On dirait qu'une larme vient d'en mouiller les cordes. Tous trompés, reprend-il, avec le ton du plus sincère repentir. Ce que nous avons devant nous n'est pas un homme, n'est pas une femme. C'est la pucelle d'Orléans. Il s'arrête un moment. Jacques, c'est la pucelle. J'ai entendu parler d'elle en classe. La Vierge de Don Rémy, la bergère de Vaucouleurs. C'est la pucelle, Jacques. Je sens qu'il faut être ému. Je ne le suis pas. J'ai trop de paniers aussi. Ma mère a pris dans le ménage le rôle ingrat. Elle a voulu être mère de famille, selon la Bible, et elle n'a guère eu que le temps de fouetter son enfant et de lui faire des polonaises. Elle connaît de réputation Jeanne d'Arc, mais elle ignore le nom chaste que lui a donné l'histoire. Quand tu auras fini de dire des saletés à cet enfant. Les bras lui tombent en voyant que mon père me dit des mots qui ne doivent pas se dire, pendant que je porte des bagages à 2 heures de la nuit, dans une ville de province que nous ne connaissons pas. C'est Jeanne d'Arc, reprend ce père accusé d'être léger devant son enfant, celle qui a sauvé la France. Oui, répond ma mère d'un air distrait, et elle ajoute d'un air content, on peut s'asseoir contre. Nous avons passé la nuit là. C'était un peu dur, mais on avait le dos appuyé. Un sergent de ville qui nous a vus s'est approché. Le sergent de ville nous a pris pour une famille de pèlerins fanatiques, qui étaient venus tomber d'épuisement, avec beaucoup de bagages par exemple, au pied de leur sainte. Il ne nous a pas brusqués, mais il nous a dit qu'il fallait partir. Il s'est offert à nous mener dans une auberge, tenue par son beau-frère même, au bout de la rue, près du marché. « Tu n'as pas faim ?» demande mon père à ma mère pendant le chemin. « Pourquoi aurais-je faim ?» Il faut dire que mon père, dans la soirée, avait parlé de dîner au buffet de Vierzon, de peur de manger trop tard si on ne prenait pas cette précaution. Ma mère s'y était opposée, et elle n'entendait pas qu'on eût l'air de jeter un reproche sur sa décision en lui demandant si elle avait faim. Mon père ne souffle mot. Le sergent de ville coule vers ma mère un regard de terreur. Nous sommes dans l'auberge. Elle s'éveillait. Un garçon d'écurie rôdait avec une lanterne. On attelait la carriole d'un paysan. Le sergent de ville appelle son beau-frère en tapant contre une cloison. Un grognement. On y va, on y va. À travers les fentes, on voit passer une lumière et l'on entend l'homme qui s'habille en bâillant, ses bretelles qui claquent et ses souliers qui traînent. Ces personnes demandent à coucher et un morceau sur le pouce. Morceau sur le pouce et dit le visage tourné vers mon père. Il se souvient de ce « Pourquoi aurais-je faim ?» de ma mère. Mais elle intervient. « Couchez seulement, fit-elle. Nous souperons en nous réveillant. » Comme vous voudrez, fait l'aubergiste, à qui il importe peu de vendre ses fricots le matin ou la nuit, et qui préfère même, une fois les voyageurs couchés, se recoucher aussi. J'entends les boyaux de mon père qui grognent comme un tonnerre sous une voûte. Les miens hurlent. C'est un échange de borborigmes. Ma mère ne peut s'empêcher, elle aussi, des glou-glous et des bâillements. Mais elle a dit à la station qu'il ne fallait pas dîner, et on ne mangera pas avant demain. On ne mangera pas. Elle a pourtant crié à mon père « Mange si tu veux, toi !» Mon père a simplement branlé la tête. Il a ouvert la bouche comme une carpe et il a murmuré « Non, non, demain !» Il sait ce que cela signifie. Cela signifie « Je ne veux pas que tu prennes une miette, que tu grattes un radis, que tu effleures une andouille, que tu respires un fromage. » Mon père va se coucher, ma mère le suit. On met une paillasse pour moi dans un coin.
Je tombe de fatigue et je m'endors. Mes parents en font autant. Mais nous nous réveillons tous les trois par moments, au bruit que font nos intestins. Ma mère est du concert comme les autres, mais elle ne cédera pas. C'est une femme de tête, ma mère. Ah, je l'admire vraiment. Quelle volonté. Quelle différence avec moi. Si j'avais faim, moi je le dirais. Et même, je becqueterais. S'il y avait de quoi. Nature vulgaire, poule mouillée, avorton. Regarde donc ta mère, qui pour être fidèle à sa parole, s'en tenir à ce qu'elle a dit, passe la nuit à se serrer le ventre, et attend le matin pour casser une croûte. Elle fera encore celle qui mange par habitude, sans appétit, tu verras. Tu as pour mère une romaine, Jacques. Tu ne tiens pas d'elle, surtout par le nez, car tu l'as en pied de marmite.